Le 16 décembre 2025, le monde entier retenait son souffle devant un écran. Dans la nuit, Donald Trump, président des États-Unis, lançait sur ses réseaux sociaux ce qui allait devenir l'un des messages les plus explosifs de sa présidence. Fidèle à son style, il écrivait en lettres majuscules, frappant l'esprit de ses millions de followers. Un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. Une annonce qui dépassait largement le cadre des simples sanctions économiques. C'était une déclaration de guerre commerciale et potentiellement militaire. La tension, déjà palpable depuis plusieurs semaines dans les Caraïbes, venait de franchir un seuil critique. Washington ne s'arrêtait pas là. Dans le même souffle, le régime de Nicolás Maduro, accusé par les États-Unis de liens avec des organisations terroristes, se voyait désormais officiellement classé par Washington dans la catégorie d'Al-Qaïda. Une étiquette lourde de conséquences, car elle ouvrait la voie à une justification implicite de frappes militaires et à une escalade internationale aux proportions incalculables. Les observateurs du monde entier se demandaient si Caracas allait rester les bras croisés face à cette offensive diplomatique et économique. Moins de 24 heures plus tard, la riposte vénézuélienne surgissait, brutale et inattendue. Dans la nuit du 17 décembre, 3 navires quittèrent le port de José, à l'est de Caracas, escortés par des bâtiments de guerre de la marine vénézuélienne. Des frégates armées de missiles antinavires accompagnaient désormais ces pétroliers, transformant une simple affaire commerciale en confrontation militaire potentielle. Selon les premières analyses publiées par le New York Times, ces navires transportaient de l'urée et du coke de pétrole vers l'Asie. Mais la véritable portée de ce geste dépassait largement le commerce international. Maduro venait de franchir une ligne rouge, défiant directement Washington dans un face-à-face naval sans précédent. Ce déploiement militaire, bien que limité à 3 navires, modifiait profondément l'équilibre stratégique. Désormais, toute tentative américaine d'arraisonner ces tankers pouvait se solder par un affrontement direct entre forces navales. Un incident minime, une manœuvre mal interprétée, pouvait embraser la région entière. Les analystes militaires parlaient d'un scénario de confrontation hautement probable, tandis que des experts en droit international avertissaient que la situation était sur le point de devenir un cas d'école d'illégalité et de défi diplomatique. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir à la genèse de cette escalade. Depuis septembre 2025, les États-Unis avaient déployé un dispositif militaire massif dans les Caraïbes. Le porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus puissant et le plus moderne jamais construit, patrouillait dans la région, accompagné de plusieurs destroyers de classe Arleigh Burke, capables d'intercepter toute menace aérienne ou navale. Des forces spéciales américaines étaient de positionner à Porto Rico et en République dominicaine, et près de 10 000 militaires américains étaient désormais présents dans la zone. Officiellement, Washington justifiait cette présence par la lutte contre le narcotrafic, mais les faits sur le terrain racontaient une autre histoire. Depuis le début de l'année, plus de 20 frappes ciblées contre des embarcations suspectées de transporter de la drogue avaient été menées, faisant au moins 105 morts sans aucun jugement. L'ONU qualifia ces actions d'exécution extrajudiciaire. Le 10 décembre 2025, la tension monta d'un cran encore. Des forces spéciales américaines, déployées depuis le porte-avions par hélicoptère, arraisonnèrent le pétrolier Skipper en pleine mer internationale. À son bord, près de 2 millions de barils de pétrole vénézuélien. Le navire fut redirigé vers Houston sous escorte militaire, provoquant une réaction immédiate de Maduro qui hurla à la piraterie maritime. Washington, pour sa part, justifiait l'action en qualifiant le skipper de navire fantôme enfreignant les sanctions. Quelques jours plus tard, un deuxième pétrolier, le Centuries, battant pavillon panaméen, fut saisi, et un troisième, le Bella 1, lié selon Washington à l'Iran, fut poursuivi sans être capturé. Le blocus annoncé par Trump devenait donc réalité, concrétisé par la force militaire. Face à cette pression, Maduro choisit une stratégie audacieuse. La décision de déployer sa marine pour escorter les pétroliers n'était pas simplement un geste symbolique, mais une contre-offensive calculée. Les frégates vénézuéliennes, équipées de missiles antinavires, transformèrent la mer des Caraïbes en un véritable théâtre militaire.
Toute action américaine visant à saisir ces navires escortés risquait d'ouvrir un conflit direct avec des conséquences incalculables. Eric Sperling, directeur exécutif de Just Foreign Policy, expliquait que les États-Unis se retrouvaient piégés. Soit ils faisaient demi-tour et perdaient toute crédibilité sur le blocus, soit ils engagèrent le feu et déclenchèrent une guerre ouverte, violant la Constitution et les lois sur les pouvoirs de guerre américaines. La tension atteignit un nouveau pic quelques jours plus tard, lorsque le site spécialisé Tanker Trackers repéra le E-Peril, un super tanker sur liste noire américaine qui parvint à entrer dans les eaux vénézuéliennes malgré les déclarations de Trump. Le navire se trouvait près de la raffinerie de la baie d'Hawaï, l'un des plus grands centres de raffinage d'Amérique latine, capable de traiter 950 000 barils par jour. Les spéculations allèrent bon train. Certains experts pensaient que le Hyperon avait éteint son système d'identification automatique, d'autres suggérèrent la présence d'une escorte vénézuélienne. Une chose était sûre, le blocus américain montrait désormais des failles. Et la situation prit une dimension internationale le 22 décembre. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivanil, annonça avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le message de Moscou était clair, la Russie apportait son soutien total au Venezuela face aux hostilités américaines. Lavrov qualifia les actions américaines de « cow-boy » et de « actes d'agression flagrants ». Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant russe, Vassily Nebenzia, dénonça le blocus illégal et le qualifia de véritable acte d'agression. Mais le soutien russe ne se limitait pas aux mots. Depuis fin octobre 2025, un avion militaire russe, Ilyushin 76, avait atterri à Caracas, contournant l'espace aérien occidental. À son bord, des systèmes de défense aérienne modernes, le Panir S-1 et le Buk M12UE. Ces systèmes combinent missiles et canons pour intercepter drones, missiles de croisière et avions à basse ou moyenne altitude sur des distances de 20 à 45 km. Plus de 120 conseillers militaires russes furent déployés pour former le personnel vénézuélien à l'utilisation de ces systèmes. La Russie renforçait ainsi une défense antiaérienne en couches multiples, couvrant Caracas et ses infrastructures stratégiques. Le Venezuela se transformait progressivement en poudrière militaire prête à répondre à toute opération aérienne américaine. Le 22 octobre, Maduro avait même révélé la présence de plus de 5000 systèmes de missiles portables Igla de fabrication russe, déployés à des points clés. Le ministre de la Défense vénézuélien, Vladimir Padrino López, affirmait que son armée n'était pas intimidée par les menaces américaines. Les exercices militaires Caribe et Soberano 200 organisés sur l'île d'Orchila visaient à tester et renforcer les capacités défensives face au déploiement américain. Du côté de Washington, la rhétorique se durcissait. Trump portait la récompense pour la capture de Maduro à 50 millions de dollars, répétant qu'il serait sage pour le président vénézuélien de quitter le pouvoir. Un appel téléphonique en novembre entre les deux dirigeants, révélé par le Miami Herald, montrait que Trump offrait un passage sûr à Maduro et sa famille. Mais Maduro exigeait une amnistie mondiale pour tous ses actes et refusait de céder le contrôle de l'armée. Derrière la façade de la lutte contre le narcotrafic, les enjeux réels étaient économiques. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, et Trump l'admettait ouvertement.